Bonjour, merci d'être venu. Donc, je vais parler des outils diagnostiques en hématologie. Je vais refaire un peu depuis la base jusqu'à les outils plus récents, donc aucun conflit d'intérêt. Juste un bref rappel sur les hémopathies malignes, quelques généralités sur ce que c'est. Donc, ce sont des proliférations liées à des anomalies ou des accumulations clonales des cellules hématopoïétiques, avec plus ou moins un arrêt de la maturation. La lignée hématopoïétique atteinte peut être soit le compartiment lymphoïde, c'est-à-dire les lymphocytes B, T ou NK. On distingue les atteintes aiguës ou chroniques, donc les leucémies aiguës lymphoblastiques. Et puis dans les contingents chroniques, on va avoir l'ensemble des lymphomes, hodgkiniens, non-hodgkiniens, les pathologies du myélome ou MGUS. L'autre versant, c'est le versant myéloïde, qui contient l'ensemble des autres cellules, donc les lignées granuleuses, les neutrophiles, éosinophiles et basophiles. La lignée érythroblastique, donc les hématies sont les cellules matures, et les mégakaryocytes, là c'est les plaquettes qui sont les cellules matures. Là aussi on distingue deux compartiments, aigus pour les leucémies aiguës myéloïdes et chroniques. La chronique, ça englobe un certain nombre de syndromes très distincts. Les syndromes myéloprolifératifs, le plus connu étant la leucémie myéloïde chronique, les syndromes myélodysplasiques, et puis le syndrome myéloprolifératif myélodysplasique, qui est une entité à cheval entre les deux, qui va comporter un peu des deux caractéristiques. Vous connaissez très certainement la leucémie myélomonocytaire chronique, qui en est l'un des plus fréquents. Alors on va repartir de la base, c'est l'hémogramme. C'est la première méthode d'analyse de la fonction hématopoïétique. C'est très simple, c'est bon marché, c'est standardisé et automatisé, mais c'est essentiel dans la prise en charge du patient. Il y a énormément de paramètres et son analyse n'est pas si évidente que ça, surtout à la recherche d'une hémopathie maligne. Elle a un rôle de dépistage très important, soit systématique, ou orienté en fonction des symptomatologies cliniques. C'est l'un des examens le plus prescrits. En France, c'est le plus prescrit, j'imagine qu'en Suisse aussi. Donc, c'est une analyse entièrement automatisée, qualitative de l'ensemble des éléments figurés du sang. Donc, on va avoir l'admiration des globules rouges, des plaquettes et des globules blancs. Et puis, la répartition leucocytaire, qui, elle, est automatisée dans un premier temps et qui, en fonction de ce que va trouver l'automate, un algorithme assez complexe qui va générer plus ou moins d'alarmes, va nécessiter la réalisation d'un frottis sanguin, qui celui-ci sera lu par un technicien et éventuellement un médecin pour compléter. Donc en gros, c'est assez rapide, sauf évidemment si le frottis sanguin doit être réalisé, ça rajoute un temps considérable. Donc ici, vous avez un exemple d'une chaîne entièrement automatisée avec les trois automates à la chaîne. Les tubes passent le long d'un chemin qui les distribue. Ensuite, on a l'automate également à la suite qui va faire étaler les frottis sanguins et les colorer. Et puis éventuellement, il y a des trieurs. On peut aussi mettre des microscopes automatisés suite à cette chaîne. Si le frottis sanguin doit être réalisé, il est fait par ce petit module. Et puis il est lu alors par des microscopes. Ici, vous avez un microscope automatisé qui fait des photos et qui trie les cellules. Ça va aider le technicien, ça va rendre son travail un peu plus rapide. Et puis ça a surtout un grand rôle dans l'enseignement, puisque l'ensemble des patients ont une gamme d'une centaine de photos des cellules qui vont être stockées et donc générer beaucoup pour l'enseignement, une facilité d'enseignement sur la cytologie sanguine, ou alors au microscope de façon classique, ce qui est fait dans tous les laboratoires. Alors justement, l'hémogramme, on va se focaliser sur la répartition leucocytaire, qui va être l'un des éléments clés ou faciles d'accès pour retrouver une hémopathie maligne. Alors l'automate, il utilise différentes techniques pour la numération, pour le dosage de l'hémoglobine. Pour la répartition leucocytaire, il utilise de la cytométrie en flux avec une fluorescence qui va se transcrire ici. Plus les cellules sont hautes, plus elles sont fluorescentes. Et ici, vous avez la structure de la cellule, en gros la complexité du noyau et des granules. L'automate, il compare chaque hémogramme, chaque répartition à un pool de répartition normale, et il est capable de dire que ici, en
En rose, ce sont les lymphocytes, en vert, les monocytes, en bleu, les polynucléaires neutrophiles, en orange ici, les eosinophiles, et s'il y avait des cellules ici, ce serait de la myélémie, donc des précurseurs granuleux. S'il ne voit aucune alarme et que chacune de ces populations est bien distincte, il va rendre une répartition leucocytaire automatisée, donc pas besoin de l'œil humain, et il est tout à fait fiable. Donc là, pas de frottis, et vous avez une réponse à un hémogramme complet en quelques minutes. Par contre, cette répartition, elle peut être totalement aberrante. Alors ici, vous avez les lymphocytes qui montent de façon assez homogène vers le haut du graphe, avec c'est-à-dire des cellules très fluorescentes. Ici, c'est un graphe typique d'une mononucléose infectieuse qui générera la réalisation d'un frottis sanguin. Ici, en gris, c'est quand il est totalement dépassé et qu'il ne sait pas ce qu'il voit. Ça correspond à aucune des petites cases qu'il avait auparavant. Donc là, on a une grosse population totalement anormale. Et puis au frottis sanguin, on voit des blastes. Donc ici, c'était une leucémie myéloïde aiguë. Là encore, un exemple. Alors parfois, il met en gris quand vraiment l'automate est totalement dépassé. Ici, en fait, si vous voyez bien, il a mis un trait de façon totalement arbitraire sur cette population qui est parfaitement homogène et pourtant qu'il divise, lui, en lymphocytes et en monocytes. Mais en fait, c'était des cellules d'un lymphome du manteau réfractaire. Donc, toutes ces aberrations sont évidentes, parfois c'est des alarmes un peu plus discrètes, qui vont générer la réalisation d'un frottis sanguin et l'obligation que ce soit observé par un technicien. Donc l'analyse du frottis sanguin, elle est classique, au microscope, qu'il soit automatisé ou manuel. Vous avez l'ensemble des populations leucocytaires, les neutrophiles, les basophiles, les éosinophiles, les monocytes et les lymphocytes, ici un petit lymphocyte. Et puis, on peut voir des cellules inhabituelles, la myélémie, en cas de réaction inflammatoire, ça peut être des plasmocytes également, ou des cellules un peu plus rares. Ici, on a des grands lymphocytes hyperbasophiles, un noyau très grand, un renforcement parfois du contour. C'est des cellules typiques de cellules mononucléées. Donc là, on fait le diagnostic d'un syndrome mononucléosique. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et le bilan clinique et biologique, en général, conforte cet aspect cytologique et le diagnostic, il est rapidement fait. Par contre, si ce sont des cellules anormales, des cellules dont on n'arrive pas à identifier leur origine, dans ce cas, on va être amené à demander un examen complémentaire, l'immunophénotypage, ici dans le sang. Si on avait des cellules vraiment blastiques, on serait amené à d'emblée dire on va prélever un prélèvement médulaire, mais si c'est une lymphocytose ou des cellules anormales, on peut tout à fait réaliser l'immunophénotypage dans le sang. Alors l'immunophénotypage, c'est un examen qui est simple, des anticorps, un échantillon, c'est incubé, c'est passé à l'automate, c'est rapide. En quelques heures, vous avez un résultat. On peut le faire dans tous les milieux, qu'ils soient liquides ou solides. Il suffit de remettre en suspension les cellules. Ça se fait tous les jours, c'est de la routine, sauf le week-end. Malgré tout, ça peut être rapidement très coûteux, surtout si on va loin dans l'analyse. C'est important d'avoir les bonnes indications, c'est-à-dire de savoir ce qu'on cherche et pas juste de chercher de façon globale hémopathie maligne avec un grand S. Et les renseignements cliniques sont impératifs, je vais vous expliquer pourquoi, c'est vraiment purement technique, mais dans un tube d'analyse, on va mettre seulement 10 anticorps. Donc si vous demandez des plasmocytes alors qu'on regarde les lymphocytes, on ne pourra pas répondre à votre question. C'est un examen qui se fait le jour même, éventuellement le lendemain, mais on ne peut pas rajouter d'analyse une semaine après. Ce n'est pas du tout comme la pathologie qui conserve bien sûr ces prélèvements. Là, c'est fait sur cellules fraîches, donc rapidement, on ne peut plus faire cette analyse. L'intérêt, il est essentiel en hématologie, ça va être le diagnostic des leucémies aiguës, qu'elles soient lymphoblastiques ou myéloblastiques, des syndromes lymphoprolifératifs, des lymphomes non hodgkiniens. Je vous rappelle que la maladie de Hodgkin, les cellules sont trop grandes et ne sont pas diagnostiquées par un immunophénotypage, donc il peut être normal alors que le patient a une maladie de Hodgkin. On s'en sert également dans la recherche de l'hémoglobine paroxystique nocturne. Mais l'ensemble de ces résultats doit toujours être corrélé à une analyse cytologique. Pour le diagnostic, on peut s'aider aussi de la cytométrie dans le cas des syndromes myélodysplasiques avec le score de Gata qui est rendu ici, dans le cadre de la leucémie myélomonocytaire chronique aussi, dans le sang, avec l'apparition des immunophénotypages des monocytes classiques et non classiques,
Et puis, bien sûr, dans le pronostic, on va se servir de la cytométrie en flux pour la MRD quand les marqueurs sont aberrants et peuvent être utilisés. Alors, on va revenir rapidement sur les grands principes. Donc, c'est une technique de mesure des cellules en suspension. Donc, l'ensemble des prélèvements sont remis en suspension, sont mis dans un liquide qui va passer devant une source laser. Et ces cellules sont au préalablement marquées avec des anticorps monoclonaux couplés à des fluorochromes. En fonction du nombre d'anticorps fixés, on a une intensité de fluorescence. Les cellules mises en suspension passent dans une cellule d'analyse. Le laser qui est ici va provoquer une fluorescence du fluorochrome qui va être, cette fluorescence va être récupérée par différents capteurs. Et c'est ces émissions qu'on va analyser. Alors c'est très important, la cellule va d'abord recevoir le laser et le laser va traverser la cellule, c'est ce qu'on va appeler le forward scatter, et ça va être en rapport avec la taille de la cellule. Et puis il va y avoir une émission à 90 degrés de cette lumière qui va d'une part obtenir un deuxième élément qui est très important, c'est la structure interne de la cellule. Donc quand on vous parle de taille et de structure en cytométrie en flux, en fait, c'est lié à ces deux paramètres. C'est pas qu'on a pris une règle et qu'on les a mesurés, c'est vraiment l'émission et la diffraction du laser qui va nous donner ces deux éléments qui sont aussi importants pour l'analyse des cellules malignes. Et puis ensuite, les fluorescences qui sont mises sur ces fluorochromes qui vont être captés. Donc les lasers en routine ont entre 8 et 10 fluorescences. Ceux d'ici ont 10 anticorps possibles, donc 10 couleurs pour une analyse complète. Donc en pratique, c'est assez simple, comme je vous le disais. L'échantillon, on incube avec des anticorps couplés au fluorochrome, on passe sur l'automate, et puis on obtient des dot plots, alors ça ici en biparamétrique. Et on commence toujours par l'analyse du fameux graphe structure. Ici, la structure, plus c'est haut, plus la structure est complexe. Et c'est CD45 qui est le marqueur panleucocytaire. Donc, juste un bref rappel, on n'étudie que les cellules leucocytaires et tous les échantillons qu'on nous envoie pour recherche de cellules de métastase, on ne peut pas répondre. Voilà. Sauf cas rare, mais on ne peut pas faire de diagnostic. Donc le CD45 va nous, sur la structure, va nous détailler ces différentes populations, un peu comme l'automate de l'hémogramme. Donc en bas, très faible structure, ce sont des toutes petites cellules, les lymphocytes, qui vont avoir ensuite des caractéristiques antigéniques, donc les T, les B et les NK qu'on va différencier sur leur marquage. Donc les T, CD3+, CD4+, ou CD3+, CD8+. Les B, eux, CD3 négatifs, CD19+. Les NK, CD3 négatifs également, mais CD16 et CD56+. Les autres cellules, les neutrophiles ici, qui sont les plus grandes et avec une structure la plus complexe, et les monocytes qui ont une structure intermédiaire. Enfin, les plaquettes et les globules peuvent aussi être analysés. Par contre, vous le voyez, tout ce qui avait y avoir une structure beaucoup plus complexe que les neutrophiles, donc la cellule de Reed-Sternberg de la maladie de Hodgkin, on ne pourra pas la voir, elle passera complètement à côté. Alors, on va prendre l'exemple d'une lymphocytose B, qui est quand même l'une des choses les plus courantes qu'on retrouve en cytométrie en flux dans le sang. Là, on vous parle très souvent de la monoclonalité sur les chaînes légères des immunoglobulines portées à la surface des lymphocytes B. Donc ça ressemble à ça. D'un côté, la chaîne kappa, d'un autre côté, la chaîne lambda. Normalement, c'est équilibré, il y a 60% de kappa, 40% de lambda. Et quand un déséquilibre apparaît, parfois c'est vraiment évident, là 100% kappa, on sait que l'ensemble des cellules B sont monoclonales. On va aller plus loin. Et c'est là où on va être amené à rajouter des tubes, justement pour compléter l'analyse et spécifier, essayer de faire un diagnostic. Donc pour la LLC, c'est l'immunophénotypage qui fait le diagnostic. On a vraiment différents marqueurs qui ont été regroupés sous forme de score. Vous connaissez certainement le score de Matutes, un score sur 5 paramètres cytométriques. Un score entre 4 et 5, c'est une LLC. Un score à 3, ça peut être une LLC atypique, et en dessous de 3, ce n'est pas une LLC. Depuis quelques années, des marquages complémentaires viennent pour essayer de compléter et rendre encore plus spécifique et sensible ce score de Matutes, notamment avec le CD200. Et désormais, on vous rend un score qui est le CLL Flow Score,
qui lui prend en compte 4 paramètres. Et là, c'est le 0 qui va être supérieur à 0, c'est plutôt une LLC. Et en dessous de 0, c'est pas une LLC. Par contre, encore une fois, il faut en permanence corréler cette cytométrie à la cytologie, puisqu'il peut y avoir des discordances, même avec un score de Matutes à 5 sur 5. Alors, je vais faire un petit focus sur, là encore, ce qu'on trouve quand même beaucoup dans notre pratique courante, c'est les clones B de très petite taille, fréquemment de type LLC. Donc dans la classification OMS 2016, c'est notre Bible, c'est celle sur laquelle on se base pour faire tous nos diagnostics. On distingue plusieurs entités, donc la LLC, la leucémie lymphoïde chronique, et la lymphocytose monoclonale B, donc la contingent B monoclonal qui doit être supérieur à 5000 cellules par microlitre. Le lymphome lymphocytique, où là on a moins 5000 cellules par microlitre, mais avec des polyadénopathies. Et puis, à l'autre entité, la lymphocytose B monoclonale. Alors, elle peut être de type LLC ou de type d'un autre lymphome. Là, il y a moins de 5000 cellules par microlitre et il n'y a pas d'adénopathie. Alors, les études ont montré qu'il y avait en fait un cut-off à 500 cellules par microlitre. Supérieur à 500 cellules par microlitre, ces pathologies évoluent comme la LLC. Ils ont les mêmes caractères moléculaires, karyotypiques, et vont évoluer un jour ou l'autre vers une LLC. Par contre, tout ce qui est inférieur à 500 cellules par microlitre, les différentes études montrent que c'est une évolution qui est très différente, avec pas d'évolution, quasiment pas d'évolution à LLC, aucun critère de mauvais pronostic, biologique, moléculaire, karyotypique. Les adénopathies sont insignifiantes et il est inutile de les suivre en cytométrie en flux. Et ces clones, ces petits clones, apparaissent à partir de 40 ans. Alors en fonction des études, il n'y a pas des grandes études avec de grandes cohortes, mais ça, à partir de 40 ans, 60 ans, il y a entre 5 et 10% de la population qui va avoir un clone B, parfois associé à certaines infections, mais souvent qui persiste, mais qui n'évoluera pas. Donc c'est important à connaître, et parce qu'on en trouve en fait assez fréquemment, puisque ici le laboratoire analyse beaucoup de cellules, ce qui fait une sensibilité très importante. Voilà, ici pour vous montrer, ça c'était un article qui montrait en fait le nombre, la quantification en valeur absolue de ces clones B. Donc ici vous avez 1000 cellules. Ça c'était une cohorte de patients avec des symptômes. Donc ça veut dire que tous les patients qui ont une lymphocytose ou des adénopathies ont en général plus de 500 cellules par microlitre, donc là sont vraiment suivis et ont une hémopathie. Par contre, il y a énormément de cellules dans la population normale finalement qui n'ont aucun signe clinique, pas de lymphocytose, et chez qui on va trouver des tout petits clones, 0,1 cellule par microlitre à 100 cellules par microlitre, c'est quasiment 90% de ce qu'on trouve. Mais là, il faut bien savoir que là, en fait, ça n'a aucune signification et l'ensemble des études est assez concordante là-dessus. Alors après la cytométrie, la cytogénétique est essentielle. D'une part, elle va conforter le diagnostic et elle va apporter un élément pronostic qui est essentiel. Alors le karyotype hématologique, vous le connaissez tous, je ne vais pas revenir très longtemps dessus, mais c'est une analyse du génome entier qui va détecter des anomalies de structure et de nombre. Ici, vous avez une belle diapositive qui m'a été prêtée par le docteur Martinet avec la translocation 9-22, un échange entre le chromosome 22 qui est parti sur le chromosome 9 et un petit bout du 9 qui est parti sur le chromosome 22, et ça fait donc le chromosome Phi, le fameux, qui signe et qui fait la diagnostic de leucémie myéloïde chronique. Une autre technique est utilisée en complément de ces différentes analyses, c'est le laboratoire qui décide un peu en fonction de telle maladie ce qu'il doit faire ou pas. Donc ici, la fluorescence in situ, par hybridation, à l'aide de sondes fluorescentes qui vont cibler, ici c'est un exemple pour des LEU, qui ciblent une zone spécifique du chromosome. Soit on a les deux allèles qui sont présents, les verts et les rouges. Et si par contre, on a les deux verts qui sont bien présents, pas d'anomalie sur le gène, l'allèle TP53, et par contre ici, une délétion qui correspond à une DEL 13Q, parce que ici c'est la zone 13Q du chromosome, et qui là apporte dans la LSC un pronostic favorable. Donc cet élément apporte un élément diagnostique
c'est typique de la LC, et en plus un élément pronostic. Des techniques plus récentes d'analyse de l'ADN du génome entier sont apparues aussi et sont faites ici, c'est les SNP-array. Alors la ligne de base, c'est vous avez l'ensemble des chromosomes de 1 à 22, le X et le Y. La ligne de base, il n'y a ni délétion, ni perte, ni gain. Et puis ici, vous avez le cas, un bel exemple d'un karyotype complexe avec plusieurs pertes. Une perte sur le chromosome 5, une perte sur le chromosome 7, un gain sur donc une trisomie 8, et puis une perte sur P53 qui confère, ici dans le cadre d'une leucémie myéloïde aiguë, un pronostic défavorable. Enfin, les analyses de biologie moléculaire. Il y a de nombreuses techniques, je ne vais pas revenir sur l'ensemble de leurs techniques, ça sert au diagnostic, mais surtout à la stratification thérapeutique, et c'est vraiment désormais essentiel en hématologie avec la révolution depuis ces dernières années du NGS, qui est l'étude simultanée de centaines de séquences en fonction des panels qui sont dessinés, panels myéloïdes ou lymphoïdes. Donc cette technique a permis d'identifier des mutations récurrentes chez la plupart des patients atteints de LAM, ce qui n'était pas le cas auparavant, avec pour certains un impact pronostique important, d'autres des nouvelles cibles thérapeutiques comme IDH1, IDH2, et puis c'est désormais également un outil précieux pour le suivi de la maladie résiduelle pour les leucémies myéloïdes aiguës. Alors je vais illustrer mon propos par 2 cas cliniques. Le premier qui concerne assez fréquent, une lymphocytose à 8,5 giga par litre. Donc ça, c'est un patient qui a été adressé au HUG, un patient de 76 ans qui avait juste eu une absence et pour lequel un hémogramme avait été fait. Et chez qui on découvre donc cette lymphocytose. La cytométrie en flux faite en ville montre une monotypie kappa sur les lymphocytes B, bien sûr. CD5+, CD200-. Alors ici, le 5 et le 200, c'est vraiment les marqueurs, si vous devez retenir 2 marqueurs essentiels pour l'immunophénotypage des lymphocytes B, c'est ceux-là. Donc 5+, 200+, on dit facilement que c'est une LLC, 5+, 200-, on va plutôt s'orienter vers un lymphome du manteau. Et ici, le CD23 qui est négatif va aussi nous conforter dans cette suspicion de lymphome du manteau. Donc il est adressé au HUG en oncologie pour une suspicion de prise en charge de lymphome du manteau. Donc on refait l'immunophénotypage qui confirme la même chose. Par contre, la cytologie qu'on observe, elle n'est pas du tout celle caractéristique d'un lymphome du manteau. On a des grandes cellules, enfin des cellules d'âme moyenne, avec ce qu'on appelle ici un gros nucléole, qui est un nucléole proéminent sur une chromatine plutôt mature, un cytoplasme assez abondant. Et ça ne fait pas du tout penser à un lymphome du manteau typique, mais plutôt à une leucémie à prolymphocyte B. Donc là, le diagnostic, il est différent et la prise en charge thérapeutique également. Donc c'est important. Là, on a vraiment une discordance entre la cytométrie et la cytologie. Donc là, c'est important d'attendre et de compléter, surtout par les études du karyotype et de l'analyse moléculaire. Le karyotype, il donne un résultat qui n'est pas celui attendu dans un lymphome du manteau. Pour un manteau, on attendrait plutôt une translocation 11-14 avec le réarrangement de la cycline D1. Ici, ce n'est pas le cas. C'est une translocation 8-14 qui implique sémique et il n'y a pas de réarrangement de la cycline D1. Au niveau de la biologie moléculaire, on a une clonalité B, donc ça reconfirme notre diagnostic, qui implique certains groupes de gènes de l'immunoglobuline, avec évidence d'une hypermutation. Et il n'y a pas d'altération de TP53, donc tout ceci n'évoque pas non plus un lymphome du manteau et confirme, c'est des anomalies, c'est aussi l'absence de P53, d'IGHV3 en hypermutation, c'est assez typique de la leucémie à prolymphocyte B. Donc là, le phénotypage indiquait un manteau, la cytologie plutôt le deuxième diagnostic, et les analyses complémentaires confirment ce diagnostic. Donc c'est important, et le message, c'est vraiment que l'hématologie, ça doit être un diagnostic intégratif. Il ne faut pas oublier la cytologie. La cytométrie est essentielle, mais jamais seule. Et le karyotype et la biologie moléculaire apportent une confirmation, et puis le côté pronostic. Deuxième cas clinique, une femme de 46 ans qui arrive pour une suspicion de leucémie aiguë. Elle avait une anémie, une hyperleucocytose, une thrombopénie. Alors le médiogramme, je n'en ai pas parlé parce que
le temps est compté, mais évidemment, dans l'analyse cytologique, le médulogramme a toute sa place, tout comme l'analyse du frottis sanguin. Donc ici, le médulogramme, enfin d'abord, comme je vous ai montré les graphes de l'automate de l'hémogramme, vous voyez également que là, on a une distribution parfaitement anormale, avec une très grande population. L'automate ici coupe en deux, en pensant que c'est en partie des lymphocytes, en partie des monocytes, mais c'est assez typique de cellules strictement anormales qui se mettent à la place des monocytes. Donc quand on fait d'emblée le médulogramme, qui va permettre le diagnostic, on a à la corrélation de Mes-Grunwald-James un tapis de cellules monomorphes, grandes, rondes, blastiques, vraiment qui ressemblent à des monoblastes. On complète aussi par de la cytochimie, ici l'acétatestérase, qui colore tout en rouge et qui confirme en fait l'aspect monoblastique de ces cellules. Et puis la MPO, en général, c'est un marqueur de lignée granuleuse, mais qui est en général négatif dans les leucémies monoblastiques et qui là, effectivement, est négatif. Donc, cytologiquement, on a ce qu'on appelle une leucémie aiguë monoblastique, donc purement, plus de 90% des cellules étaient d'allure monoblastique au niveau cytologique. Si on reprend la cytométrie en flux de ce même prélèvement médulaire, on a sur le graphe 45 structures, donc une grosse population un peu hétérogène. Et quand on va plus loin, je vous montre juste deux marqueurs. On a le marqueur du CD64 qui marque les monocytes. On a ici en bleu donc le contingent monoblastique. Et ici, en fait, on détecte en cytométrie en flux un contingent myéloblastique qui n'était pas observable vraiment en cytologie. On ne pouvait pas distinguer. Donc, du point de vue de la cytométrie, ici, on a plutôt une leucémie aiguë myélomonocytaire, donc une LM4 selon l'ancienne classification FAB. La pathologie qui là ne sert pas au diagnostic mais qui a été réalisée, en gros la relation de la BOM va être indiquée si le médulogramme est un échec. Mais là on a des magnifiques images qui m'ont été prêtées par le docteur Avram. Donc on a la biopsie au faible grossissement, magnifique biopsie où on voit la richesse dans les compartiments osseux très importante, augmentée pour l'âge, très peu les petits ronds, c'est la graisse, et tout ce que vous voyez de violet, ce sont les cellules. Quand on regarde au plus fort grossissement, on a, comme au médulogramme, un tapis de cellules très monomorphes, qui ressemblent déjà morphologiquement à des monoblastes, parce qu'ils sont tout ronds, chromatine fine et nucléolés. Si on complète l'analyse par ici juste une coloration GEMSA qui va regarder les érythroblastes, alors l'œil habitué du pathologue vous dira qu'il y a des contours irréguliers des érythroblastes. Donc une suspicion de signes de dysplasie qu'on ne pouvait pas voir au médulogramme puisque nous on avait quasiment que des blastes. Il complète par le CD61 qui est un marquage des mégakaryocytes que vous voyez ici en marron. Donc vous en avez des grandes tailles et puis des tout petits qui sont appelés en pathologie des micromégakaryocytes qui là aussi sont un signe de dystrophie. Et puis le CD68 qui est leur marquage pour les monocytes, marque toutes les cellules, vous voyez, avec les points, les granulations marron. Et donc là, ça confirme aussi le caractère monoblastique de ces cellules. Par contre, en pathologie, on a un diagnostic qui est une leucémie myéloïde aiguë à contingent monoblastique, mais avec des anomalies associées à la myélodysplasie qui sont une catégorie à part dans l'OMS et qui sont de mauvais pronostics. Donc, pas du tout la même chose qu'en cytologie et en cytométrie en flux. Donc là encore, il faut regarder plus d'examens. Donc ici, le NGS, c'est lui qui va faire le diagnostic final, puisqu'il va nous rendre une mutation sur le gène NPM1, qui est une catégorie à part dans l'OMS, et donc le nouveau diagnostic, c'est leucémie aiguë avec anomalie génétique récurrente de type NPM1, qui, elle, est de bon pronostic. La dysplasie observée, elle est fréquente dans NPM1, elle n'a pas en fait d'impact pronostic particulier. Par contre, les caractéristiques, c'est ce qu'on a vu, ce sont des 34 négatifs, c'est souvent des monoblastes. Par contre, un élément en plus découvert sur le NGS, c'est la présence découvert, non pas sur le NGS, mais sur les analyses moléculaires, la présence de la duplication en tandem de FLT3.
avec un ratio allélique qui est supérieur à 0,5. Et ça, selon des classifications européennes, ça lui confère un pronostic intermédiaire. Donc là, ça change la stratégie thérapeutique. Et donc le diagnostic, il reste inchangé. C'est le pronostic là qui n'est plus le même et donc l'impact thérapeutique qui va après. Donc en conclusion, les outils diagnostiques sont très variés, ils évoluent en permanence. Ça peut être très facile d'accès pour l'ensemble des prescripteurs, l'hémogramme, la cytologie, la cytométrie également, mais qui doit avoir ses bonnes indications. Et puis les autres techniques sont réservées aux hématologues, vont être essentielles au diagnostic, au pronostic et à la prise en charge thérapeutique. Et le diagnostic en hématologie reste un diagnostic intégratif qui doit se baser sur l'ensemble des analyses fournies. Voilà, merci pour votre écoute.